Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, votre émission met le masque et se lave les mains avec un sociologue, le professeur Djiby Diakhaté. Bon, on va commencer par ce geste important, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'UCAD au département des psychologues conseillers. Notre invité est également directeur de la recherche et des productions intellectuelles de l'IAM, chercheur associé à l'université d'Evry à Paris en France et membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal, CNRA. Une société sur le divan, un sociologue et chercheur dans la posture du psychanalyste. Si le coronavirus, de l'avis des scientifiques, est une maladie redoutable de par la rapidité de sa transmission de l'animal à l'homme dans un premier temps et entre les êtres humains, sa propagation sur l'ensemble de la planète en un temps record nous invite à questionner nos sociétés. Diagnostic et thérapie deviennent alors urgence. Parlant du Sénégal, quel est l'état de notre société face aux fléaux de toutes sortes? Quels sont ses atouts et ses handicaps devant ce que l'OMS considère désormais comme un ennemi de l'humanité? Est-elle suffisamment préparée à subir les contre-coups du Covid-19? Va-t-elle sortir victorieuse de la guerre qu'elle n'a pas choisie mais qui lui a été imposée par un ennemi invisible? Quand une société est malade, c'est une hypothèse, on ne peut pas trouver mieux qu'un sociologue pour l'ausculter et lui prodiguer les soins nécessaires à sa guérison. J'allais dire son immunisation devant les fléaux actuels et futurs. Djiby Diakhaté est donc l'hôte du jour, du jury du dimanche, donc bienvenue, professeur. Merci beaucoup Mamadou, merci pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de ITV. Et je voudrais saluer tout le professionnalisme avec lequel vous exercez votre mission. En tant que membre du CNRA, je crois que nous pouvons nous satisfaire des positions et des dispositions que vous avez prises, au moins depuis l'arrivée de cet ennemi commun dont vous avez parlé, avec une communication très responsable, mettant à la disposition des auditeurs et des téléspectateurs les informations qui sont les informations les plus officielles pour leur permettre de se prémunir ou en tout cas d'avoir les comportements que nous jugeons corona responsables. Je crois que ça, c'est une excellente chose, sans parler évidemment de ces mesures que vous avez prises pour permettre à nos élèves, à nos étudiants, tout en restant plus ou moins confinés. Corona responsable, corona coupable, on a les deux aujourd'hui au Sénégal face à cette épidémie. Cela renvoie à quoi? Oui, je crois que la corona responsabilité renvoie à l'acceptation d'une légitimité médicale et républicaine. Parce qu'il faut voir en fait que la légitimité républicaine, lorsque les autorités républicaines, les autorités publiques prennent des décisions, le plus souvent elles sont chevillées à des conseils donnés par les techniciens de la santé. En conséquence, c'est deux légitimités qui vont ensemble et qui mettent essentiellement l'accent sur l'idée qu'il faut avoir un certain type de comportement face à cette pandémie dont parle l'OMS et qui se développe à un rythme excessivement rapide. Donc c'est des comportements qui consistent à se laver la main avec les gels si on en dispose. Si on n'en a pas, le savon peut faire l'affaire. Il faut éviter le moins possible d'aller vers les grands rassemblements. Il faut éviter systématiquement d'ailleurs d'aller vers les grands rassemblements. Éviter de se donner la main. Garder ce qu'ils ont appelé une distance sociale. Bon, on peut discuter du concept quand même. Oui. Ils considèrent que c'est à peu près 1 mètre. Un philosophe déjà du nom de Schopenhauer donnait l'exemple des porcs épis. Il dit qu'en une froide matinée d'hiver, des porcs épis s'étaient agglutinés pour se donner mutuellement de la chaleur. Donc ils ont dit, puisqu'il fait très froid, il faut que nous serrions nos rangs pour éviter que la fraîcheur nous décime. Mais vous savez, les porcs épis ont des piquants sur la peau. Quand ils se sont serrés, quand ils se sont agglutinés, ils se sont piqués. Et ils ont dit, non, nous sommes trop proches l'un de l'autre. Et c'est pourquoi que nous sommes en train de lutter contre la fraîcheur, mais nous sommes en train de nous tuer. Donc ils ont dit, il faut que nous nous éloignions. Mais ils se sont éloignés et ils ont ressenti davantage la fraîcheur. Ils ont dit, mais écoutez, donc il faut qu'on se rapproche sans se toucher.
il faut rester sur ce que Schopenhauer appelle la distance raisonnable. C'est ce à quoi nous pousse aujourd'hui le coronavirus. Absolument. Corona coupable. Alors la corona culpabilité renvoie précisément à ce comportement qui défie les principes et les consignes édictées par les techniciens de la santé. Je crois que, et c'est l'occasion aussi de les féliciter, c'est l'occasion de les encourager, parce qu'il nous reste encore certainement du chemin à faire, mais je crois que nous sommes en présence d'un personnel de santé particulièrement engagé et dévoué. Je crois que nous devons nous mettre derrière eux et n'être qu'à l'écoute de leurs consignes. Parce que nous sommes dans une situation où vous avez des informations qui fusent de partout, notamment au niveau des territoires digitaux, au niveau des réseaux sociaux. Mais je crois que ceux-là qui ont autorité dans le cas d'espèce en termes d'information, en termes de consignes, en termes d'orientation, ce sont les techniciens de santé. Et donc, la corona culpabilité consiste à s'écarter de cette ligne qui a été tracée par les techniciens de santé, parce que justement, à partir de ce moment-là, on compromet sa propre santé, mais on compromet aussi la santé de toute une communauté. Alors, la fermeture d'une mosquée, considérée comme la maison de Dieu, est une question sensible dans un pays pratiquant un islam confrérique, pratiquant l'islam d'abord, mais un islam confrérique comme le Sénégal. Cette fois-ci, l'État n'a pas tremblé. Du point de vue sociologique, comment peut-on expliquer la réticence de certains chefs religieux et l'adhésion d'autres à la mesure prise par le gouvernement? Oui, je crois que c'est plutôt des légitimités qui se font face. Je ne veux pas lire en réalité l'attitude de certains chefs religieux qui ont considéré qu'il faut continuer à faire les prières dans les mosquées comme une forme de résistance ou comme une forme de réticence, mais plutôt comme une forme d'expression d'une légitimité à laquelle ces autorités-là sont chevillées jusque-là. Donc l'idée, c'est de dire que si l'on se réfère à une certaine interprétation des textes, on peut continuer à exercer nos activités cultuelles. Et c'est des autorités qui disent que c'est peut-être même à l'occasion de l'exercice de ces activités qu'on pourra implorer le bon Dieu et que ça serait une certaine façon de conjurer le mal. Oui, et le khalife général des Mourides, Seigneur Mountakha Mbacké, qui dit le coronavirus ne va pas décider de tout. Comment on peut comprendre cela dans un contexte donc, quand même assez sérieux? Absolument, l'idée c'est cela. L'idée c'est que c'est une légitimité qui est en train de s'exprimer. Donc les gens ça n'affaiblit pas l'autorité de l'État quelque peu? Alors c'est à ce niveau-là que la démarche, la conciliation entre les deux légitimités devrait être beaucoup plus intelligente et beaucoup plus souple. Donc l'idée c'est dans une certaine mesure de fragmenter les approches et de ne pas avoir une approche trop centralisée. L'État, les autorités publiques chevillent leurs décisions et les actes qui sont posés aux conseils qui sont donnés par les techniciens de santé. Donc c'est clair, les techniciens de santé considèrent que les rassemblements constituent des risques pour la propagation de la pandémie. Et donc, il y va de la santé de tous, y compris de celle des chefs religieux. Absolument. Mais l'idée maintenant, c'est de voir comment faire en sorte que cette légitimité-là, qui s'exprime sous cette forme, croise l'autre légitimité qui considère que nous aussi, quand nous allons vers ces grands rassemblements, c'est pour lutter contre le coronavirus. Donc, vous avez deux attitudes qui disent la même chose, mais qui arpentent des sentiers différents. L'idée, c'est de voir maintenant, voilà, quand les gens ont une communauté de vue, il faut lutter contre le mal. Donc, communauté de vue et communauté de vie. Et communauté de vie, vous avez raison. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire, je crois, c'est cette démarche qui peut consister à aller expliquer. Et à ce niveau-là, ce n'est plus une explication de type politique, mais une explication technique portée par des techniciens qui peuvent montrer, évidemment, que dans des situations de ce genre, c'est excessivement dangereux. Et qu'on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. En réalité, la chance du Sénégal, c'est d'avoir vu les autres pays traverser déjà cette séquence. Enfin, traverser, ou en train de vivre cette séquence. Quand on voit ce qui se passe en Italie, c'était parti avec un seul cas, puis 2 cas. Aujourd'hui, plus de 2000 cas et des centaines de morts par jour. Oui. Des structures de santé qui sont complètement débordées. Aujourd'hui, officiellement au Sénégal, on parle de 42 cas qui sont confirmés. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même relever, il y a des réticences ou des résistances ou une certaine légitimité, comme vous dites, qui s'exprime de la façon dont
elle s'exprime, mais il y a aussi d'autres chefs religieux qui ont adhéré à la mesure d'interdiction de prière. Ce qui fait que ça peut faciliter la chose, parce que justement, ça montre que la légitimité que nous appelons une légitimité médicale n'est pas exclusivement médicale, surmédicalisée, c'est une légitimité qui tient compte des réalités. Et que donc, on a vu certains imams dire que dans des situations de ce genre, on peut parfaitement se référer à la religion et avoir des comportements de confinement, au moins partiels, qui nous permettent d'éviter certaines situations. Les gens invoquent des passages du Coran, la tradition prophétique qui met l'accent sur l'idée qu'en situation d'épidémie, il faut que les gens qui sont dans ce rayon infecté restent dans ce bassin et que les autres évitent d'y aller. Que ces gens-là évitent de sortir pour aller contaminer les autres. Et qu'il est arrivé plusieurs fois que la prière en communauté soit suspendue parce qu'on traversait des situations de ce genre. Donc, il y a une jurisprudence en l'espèce. Oui. Donc, et si vous avez aujourd'hui l'association des imams et oulémas qui prend la décision de suspendre les grands rassemblements au niveau des mosquées, c'est en se fondant sur cette tradition religieuse. Donc, ça veut dire que la décision médicale, elle n'est pas une décision exclusivement médicale qui pose une légitimité anti-religieuse. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je dis que le pourparler avec les autres peut être facilité. Justement, comment faire pour faire des marabouts, des chefs religieux, des partenaires et non des obstacles dans la lutte contre le coronavirus aujourd'hui? Je crois qu'il y a un travail de communication de proximité et de sensibilisation de proximité à l'endroit de ces guides religieux. Je crois que si les gens mesurent l'échelle du danger qui est en train de guetter le Sénégal, parce qu'on le sait, hein, si le niveau d'infection atteint une certaine échelle, mais ce ne sera pas possible pour le Sénégal. Donc, et je crois que ça, les gens doivent en être conscients. Ce ne sera pas possible. Et nul ne sera à l'abri. Aujourd'hui, des pays qui sont autrement beaucoup plus puissants que nous sur le plan économique sont débordés. Dans certains pays, vous appelez au téléphone, personne ne vous répond. Vous êtes malade, on vous dit restez chez vous parce qu'on ne peut rien faire. Nos structures de santé sont complètement débordées. C'est valable aujourd'hui pour l'Italie. La France est en train de se débattre tant bien que mal, mais dans des situations excessivement difficiles. Alors, un pays comme le Sénégal, pays pauvre, très endetté, au sud du Sahara, n'a pas les moyens de faire face à une épidémie qui atteindrait un certain niveau. Donc c'est aujourd'hui et tout de suite là, il n'a pas de temps à perdre, qu'il faut changer tout de suite les comportements de manière à arrêter la propagation du phénomène. Mais justement, le souci de concilier les différentes positions, est-ce que cela doit passer par même une visite qui fait du bruit dans le pays? C'est la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à Touba, visite suivie aussi de prières à la grande mosquée de Touba vendredi. Est-ce que cela doit passer par là ou non, c'est difficilement compréhensible? On peut avoir plusieurs lectures. Alors la première lecture pourrait être celle-là qui consiste à dire, c'est une lecture, c'est une hypothèse, que dans une situation de ce genre où le discours officiel a exprimé de façon claire qu'il faut éviter les rassemblements. Oui, et même l'interdiction. Et même l'interdiction. Oui. Alors c'est ça le discours officiel, et qu'au même instant, quelqu'un qu'on peut considérer comme partie prenante de ce discours officiel et à un niveau très élevé, se mette dans une certaine mesure à violer les dispositions de ce discours officiel. Il y a un problème. Désordre, cela fait une disjonction, cela fait une confusion et cela crée une incompréhension. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse pourrait consister à dire que comme émissaire, parce que c'est ça qu'il a dit, comme émissaire au niveau d'une certaine famille religieuse, son objectif... Émissaire du chef de l'État. C'est lui qui l'a dit, hein, oui. Émissaire du chef de l'État, oui. Pour aller rencontrer les chefs religieux, pour leur parler, pour les sensibiliser. Alors, moi, je crois que une autre hypothèse pourrait consister à dire qu'il y était allé pour inviter le guide Serigne Mountakha Mbacké à surseoir à la religion, à la prière du vendredi. Et ce serait ça, la mission qui lui a été confiée. Et que donc, la prière du vendredi l'ayant trouvé sur les lieux, lui se serait rendu, tu vois, je parle bien du conditionnel, se serait rendu au niveau des lieux pour prier avec le marabout. Alors, dans le cas d'espèce, on considère que c'est une situation particulière
qui aurait conduit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, à être dans ce rassemblement, parce que désormais on peut parler comme ça. Troisième hypothèse possible, je crois, c'est on se dit que s'il n'y était pas rendu, le camouflet sur le plan politique aurait été trop grand. En fait, c'est atténué un peu. De toute façon, les gens auraient prié. Et que la présence de l'un, donc politiquement, ça atténue un peu le camouflet. Que vous avez dit, ne priez pas, nous avons prié, mais il y a quelqu'un de nous qui est avec vous. Sauf que dans une bonne frange de l'opinion, cela est interprété comme une violation par l'État lui-même des propres règles qu'il a édictées et qu'il veut faire appliquer et faire respecter. C'est l'hypothèse première qu'on a posée et qui revient ici. Est-ce que le moment est finalement, le moment pour résumer, le moment est bien choisi? Je pense que moi, à la place du ministre, je l'aurais évité. Ou alors, j'aurais choisi entre la corona responsabilité et la corona culpabilité. C'est aussi simple que ça. Je crois que quelqu'un qui doit s'inscrire dans le contexte de la corona responsabilité a eu un comportement corona coupable. Et c'est ça, effectivement, qui crée une confusion et crée un problème. Jury du dimanche, iRadio ITV qui reçoit le sociologue Djiby Diakhaté. Nous allons écouter deux compatriotes vous poser leurs questions. Bonjour JDD, bonjour monsieur Mamadou et professeur Diakhaté. Ma question est, aujourd'hui, est-il pas envisageable d'isoler Touba, qui se trouve être l'épicentre de l'épidémie au Sénégal? J'ai réussi à connaître M. Djibril Diakhaté pour la première fois à l'occasion de la ziyarat annuelle omarienne. À travers lui, j'ai entendu pour la première fois cette citation d'André Marleau: le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. N'est-ce pas venu le temps de reconnaître toute la portée de cette réflexion? Pour les 20 premières années, on peut noter tant de confusion, de mépris, de haine, de contradictions. À l'égard de tout ceci, je crois qu'il est temps de se confiner pour désintoxiquer nos âmes. Tout est fermé, écoles, maisons, espaces de travail, lieux de culte. Mais néanmoins, les portes du repentir sont toujours ouvertes. Alors, professeur, le premier d'abord qui dit est-ce qu'il ne faut pas isoler Touba, votre réponse? Oui, je crois que dans le cas d'espèce, la démarche serait plutôt une démarche orientée vers l'autoconfinement. Alors, et ça suppose un travail de sensibilisation et d'appropriation de la chose par les populations et par les autorités locales. Parce qu'en réalité, moi j'ai toujours dit que le confinement pratiqué en Italie, en France, en Chine, pourrait ne pas être très fonctionnel et très efficace chez nous. Parce qu'au fond, les raisons pour lesquelles les gens se déplacent dans ces pays-là, d'un individu vers un autre, d'un espace à un autre, ne sont pas forcément les mêmes raisons chez nous. Et qui fait qu'aujourd'hui, les gens se déplacent d'une maison à une autre. Les gens se déplacent vers le Grand Place, qu'on peut parfaitement abriter dans une maison. Et que donc, de ce point de vue-là, et à côté, vous avez des familles dans certaines localités plus ou moins élargies. Et que même le milieu urbain n'échappe pas à cette règle. Jacques Bougnicourt parlait depuis longtemps de la ruralité de l'urbain. L'idée qu'au fond, on a parfaitement beau être urbain, on continue derrière à avoir des comportements et des réflexes ruraux. En conséquence, le confinement officiel, surveillé, organisé, comme ça se passe ailleurs, pourrait être difficilement répliqué chez nous. On pourrait avoir une approche beaucoup plus intelligente et plus adaptée du confinement qui pourrait essentiellement consister à travailler, à faire en sorte que les gens s'approprient l'affaire. C'est l'interpellation du second qui parle de confinement de nos âmes. Absolument. Les portes du repentir sont ouvertes. Absolument. Il convoque Malraux dans le contexte du coronavirus. Absolument. L'idée, c'est justement d'avoir une lecture intelligente de certaines dispositions religieuses et cette interprétation nous pousserait à dire que je suis responsable. D'abord responsable de moi-même et responsable de toute la communauté. Or, la communauté a choisi de vivre. Je crois que c'est important, la communauté a choisi de vivre. Et puisque la communauté a choisi de vivre, chacun de nous est à partir de ce moment-là responsable de la vie de toute la communauté. A choisi de vivre, mais en prenant le risque de mourir aussi.
Ben oui, lorsque la mort frappe, on n'y peut rien. Par contre, lorsqu'on a des comportements qui sont des comportements, comme on a dit tantôt, corona coupable, à partir de ce moment-là, on est responsable. Je dis simplement que quand quelqu'un quitte l'étranger dans des zones qui sont des zones infectées, qu'il vient et qu'il se cache, qu'il veut se fondre dans la nature, il y a là quand même un type de comportement corona coupable. Donc, comment les individus peuvent être sensibles et comment éviter aussi la stigmatisation. Moi, j'avais dit depuis le début que ce serait bien de donner au coronavirus peut-être un nom local qui le rendrait moins odieux et moins monstrueux. Et donc, oui, tout en gardant la gravité de l'affaire. Quand vous dites coronavirus, beaucoup se disent que c'est une catastrophe extraordinaire. C'est le summum des catastrophes et les gens se cachent. Et les gens stigmatisent. On a vu ce qui s'est passé à Ouakam, lorsque un monsieur a été considéré comme porteur du virus, sa famille a été plus ou moins mise en quarantaine par la communauté, lui stigmatisé, et ça peut pousser certains à se cacher, à être des porteurs sains qui se cachent. Alors je crois qu'il faut peut-être à ce niveau-là dédramatiser un peu et permettre aux gens d'aller vers les structures de santé, se faire consulter et à partir de ce moment-là, avoir les comportements les plus corona-responsables possibles. Avant de revenir sur la question du confinement qui est centrale dans cette émission, mais aidez-nous un peu à comprendre le fonctionnement de notre société sénégalaise islamisée pour la grande majorité. Il y a également des chrétiens, il faut le dire. Ce serait bien d'ailleurs de questionner le comportement de l'Église aussi dans le contexte actuel qui a pris des mesures fortes. Mais cette société islamisée, comment la comprendre quand en Arabie Saoudite ou au Maroc, on n'hésite pas à prendre des mesures draconiennes contre la pandémie, allant jusqu'à la fermeture de la Kaaba, le mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou le mausolée de Chérif Cheikh Ahmed Tijan à Fès, radiyallahu ta'ala anhu. C'est des pays comme le Sénégal, mais des pays qui abritent le prophète Cheikh Ahmed Tijan. Excellente question, excellente lecture. La religion musulmane se veut une religion universelle. C'est une religion avec un discours standard, mais avec des interprétations différentes en fonction des localités. C'est-à-dire que vous avez un texte, mais ce texte, lorsqu'il rencontre une communauté, fait l'objet d'une appropriation, fait l'objet d'une certaine interprétation, pour parler comme Nina Rodriguez. Donc, le texte fait l'objet d'interprétations dans des communautés différentes et dans des localités différentes. Maintenant, cette interprétation locale tient compte de l'histoire, tient compte de la culture, tient compte du mode d'organisation mis en place, tient compte des mythes qui existaient, des représentations traditionnelles, etc. C'est pourquoi on parle de syncrétisme. C'est-à-dire donc, vous avez un texte qui vient d'ailleurs, qui s'installe quelque part et qui fait l'objet d'une certaine appropriation, d'une certaine interprétation locale, intégrant tout. C'est ce qui fait évidemment de la pratique religieuse un fait social total, parce qu'il intègre beaucoup de phénomènes, le religieux intègre beaucoup de phénomènes. Alors, quand vous lisez nos traditions anté-islamiques, vous vous rendez compte évidemment que dans ces sociétés, on avait pratiquement une famille élargie. C'est-à-dire que tout le terroir constituait une grande famille, une même et grande famille. Alors c'est pourquoi jusqu'à présent d'ailleurs, vous avez des localités dont le nom est celui de l'ancêtre fondateur. Si vous regardez la toponymie, donc les noms des localités, vous vous rendez compte que très souvent, le nom renvoie au nom de l'ancêtre fondateur, qui fait que tous les membres de la localité sont conscients qu'ils viennent du même ancêtre et entretiennent des relations de parenté. Les Wolofs disent Kër, Kër Mbaye Fall, Kër Ndiaye Lo, Kër Massar, Kër, etc. Les Halpulaar vont parler certainement de Saré ou alors de Wouro. Ailleurs, on parle de Kounda. Si c'est Kounda, Touré Kounda, on oublie souvent Tamba Kounda. C'est la localité des Tamba. Alors ça montre évidemment que quand les gens vivent et vivaient ensemble, ils partageaient des relations fortes fondées sur le principe qu'ils sont tous des parents. C'est pourquoi quelqu'un comme Evans Pritchard dit que dans les communautés négro-africaines, on est parents ou on est ennemis. On est parents ou on est ennemis. Et au nom de l'exigence de parenté, on considère qu'on ne peut pas avoir certains types de comportements par rapport à l'autre.
C'est cela, en fait, je dois lui serrer la main, quelle que soit la situation. Je dois lui faire une accolade, parce que c'est un parent. On est parent ou on est ennemi. Donc, je veux dire qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'une religion arrive, elle est territorialisée. Le territoire, ce n'est pas seulement un espace géographique, c'est aussi un espace mental. Donc, elle est territorialisée et inscrite dans ce cadre-là. Alors, c'est ce qui fait qu'ailleurs, les gens peuvent dire, si on se réfère à une certaine jurisprudence prophétique, voilà le type de comportement qu'on va adopter. Vous venez ici, on dit, si on se réfère à une jurisprudence traditionnelle ou à la limite païenne, on ne peut pas accepter ce type de comportement. Donc, c'est ça que je dis, les légitimités vont être des légitimités qui se tiennent en parallèle. Maintenant, le travail consiste à avoir une intelligence de ces légitimités, donc connaître qu'est-ce qui constitue le fondement de ces différentes légitimités, comment les pénétrer et comment faire en sorte que toutes les légitimités convergent vers le comportement qui soit le plus responsable pour lutter contre le virus en l'espèce. Le clergé catholique, qui a même anticipé avant même l'annonce des mesures prises par le gouvernement. Une autre légitimité qui, en s'arc-boutant sur des considérations religieuses et sur une certaine lecture aussi du rôle de l'autorité dans la communauté, met l'accent sur l'idée que, attention, dès le départ, voilà le type de comportement qu'il faut adopter. Donc cela veut dire qu'ici, vous allez avoir une autre orientation, une autre légitimité, plus proche maintenant de la légitimité médicale, mettant l'accent sur l'idée qu'il faut faire attention dès le départ. Donc ce clergé catholique a bien avant pris un certain nombre de dispositions. Mais attention, malgré tout, on a trouvé des gens qui ont dit « nous voulons notre messe quand même ». Donc vous voyez, c'est ça que je dis. Au fond, on peut être catholique, mais quelque part, on s'accroche à des considérations de type traditionnel. On a vu hier des gens... C'est un pays particulier finalement. Ouais, les gens se sont rendus à la messe et les gens ont dit, bon, j'ai suivi certains qui ont dit, mais moi j'ai été très surpris et complètement désarçonné de me rendre à l'évidence qu'il n'y a pas eu messe. C'était le vendredi, beaucoup considéraient que c'était important. Donc, c'est dire, on a rencontré un Sénégalais, moi je crois que c'est un cas qui est un cas important, quelqu'un qui est allé à la mosquée, il s'est rendu compte que la mosquée était fermée. Et il a dit, moi je suis venu à la mosquée pour prier. Et on lui a dit, mais tu ne savais pas que les rassemblements sont interdits? Il dit, je le savais très bien. Mais que moi je prends les cas rapides tous les jours. Et je ne pense pas que les dangers du cas rapide soient moins importants que le danger du rassemblement à la mosquée. C'est pourquoi donc, quittant un danger, je me suis rendu vers un autre danger. Question centrale, professeur Djiby Diakhaté, dans cette émission Le Jury du dimanche, iRadio ITV, est-ce qu'il faut aller vers un confinement total de la population sénégalaise? Est-ce que du point de vue sociologique, cela peut se justifier? Est-ce que notre société est préparée à ce scénario? Alors, je crois que progressivement, en réalité, on est en train d'aller vers un confinement de fait. Vers un confinement de fait, au moins dans certaines zones. On peut constater par exemple qu'à Dakar, il y a une certaine fluidité de la circulation, qu'à une certaine heure, on ne voit plus personne dans les rues, que les gens sont en train de faire attention, même s'il y a encore des comportements qu'on peut considérer de comportements corona coupables. Et il y a quand même une tendance à l'autoconfinement. Les gens sont allés vers les grandes surfaces, ils se sont ravitaillés, ils se préparent. Alors maintenant, il faut continuer quand même la sensibilisation, il faut continuer ce travail, il faut continuer cette offensive. En la musclant davantage. Oui, sauf que le confinement général, ça renvoie à quelque chose de précis. Hein. On ferme tout, on reste à la maison. Oui, justement. Un peu ce qui se passe. La France a pris cette décision, la Tunisie, le Maroc, ça c'est autre chose. Est-ce que notre société est préparée à ça? Parce que certains le redoutent. Je ne pense pas que si on ferme tout, les lieux de travail, les gens vont rester à la maison. On a dit que quelque part les gens ont tout fermé et ont demandé aux gens de rester chez eux et tout le monde est sorti pour voir si son voisin est resté chez lui. Finalement, les gens se sont retrouvés dans la rue. Je crois qu'en fait, il faut voir la nature des déplacements. Et même des manifestations comme à Yoff, oui. Parce qu'un imam a été interpellé, oui. Une foule qui se rassemble, oubliant même le contexte du coronavirus. Oui. Alors, regardez ce qui s'est passé en France lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Dortmund. Oui. En fait, on a dit aux supporters, restez chez vous, le match se fera à huis clos, et les gens sont venus et sont restés dehors. Oui. Je veux dire que ce sont ces logiques-là qu'il faut essayer de comprendre. En réalité, si vous dites confinement général, modèle français, modèle italien, modèle marocain, il faudra bien trouver moyen
de le territorialiser dans le contexte sénégalais. Parce qu'en réalité, il faut voir la nature des déplacements des acteurs. Pourquoi les gens se déplacent chez nous? L'homme est un être qui se déplace par nature. Il est homo-viator, pour parler comme Gabriel Marcel. C'est quelqu'un qui se déplace. Mais en fait, quand les gens se déplacent chez nous, ils se déplacent vers le voisin. Ils se déplacent vers la boutique du coin. Ils se déplacent pour aller vers les grandes places. Alors, quel est le pourcentage de personnes qui se déplacent vers le lieu de travail? Il ne faut pas oublier que le chômage est très élevé chez nous. Et donc, tout cela, et regardez aussi la nature de nos bidonvilles, de nos villages, de nos quartiers, la promiscuité, le rapprochement, des fois des zones qui sont mal loties, etc. Donc ça va être excessivement compliqué. Il faut tenir compte aussi. C'est pourquoi je dis qu'il faut continuer le travail d'éducation de masse, qui consiste à amener les individus à aller vers l'autoconfinement. Vous n'êtes pas favorable à un confinement imposé par l'État, confinement total? On peut y aller, mais il faut y aller de façon graduelle. Et je suis d'accord avec le docteur Bousso qui dit qu'au fond, dans une situation de ce genre, les mesures que l'on prend sont des mesures progressives. Parce que le virus est dynamique. Et apparemment, on prépare cela, on prépare les Sénégalais à cette perspective-là. On parle déjà d'une rencontre que le chef de l'État a initiée avec les présidents des différentes institutions de la République, qu'il compte rencontrer également l'opposition. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer la société à la perspective d'un confinement total? Il faut préparer la société, mais il faut se préparer soi-même. Je veux dire qu'il faut voir est-ce que cette mesure aura l'impact recherché. Parce qu'encore une fois, vous avez une société sénégalaise particulière. Hein. Allez dans certains villages, je ne veux pas nommer dans certains villages à l'intérieur de Dakar, hein, les maisons sont imbriquées les unes dans les autres, avec des portes de passage d'une concession à une autre. Comment vous parlez de... C'est ça que je veux dire. En fait, la particularité, aller dans certains villages, ça se passe comme ça. Oui. Toute une famille peut être une fraction du clan. Et donc, vous avez des portes qui communiquent d'une maison à une autre. Vous vous dites confinement. C'est quoi à partir de ce moment-là? C'est ça que je veux dire. Oui. Donc, l'idée, c'est tenir compte aussi de cette réalité, intégrer cette réalité dans les décisions que nous aurons à prendre. Et quelle chaîne de solidarité face à l'éventualité d'un confinement? Alors, il faut développer des mécanismes de solidarité aussi, pour que les gens ne meurent pas de faim ou ne meurent pas de soif, au-delà des décisions que l'État doit effectivement prendre. Oui, parce que cela ne doit pas être improvisé. Absolument. Oui. Il y a deux niveaux, à mon avis, deux ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la décision et l'intelligence de la décision. Ça aussi, il faut la préparer, cette décision, qu'elle soit intelligente. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la solidarité qui suppose, à partir de ce moment-là, que l'État mobilise des ressources, mais aussi que tous les secteurs qui veulent exprimer un élan de solidarité nationale se préparent à ça. Je crois qu'il y a déjà des manifestations qui me semblent être des manifestations excessivement importantes. Oui. Parce qu'au fond... Comme ce Téléthon, si vous permettez, organisé par des chaînes de télévision sénégalaises, ITV, 2STV, 7TV, DTV et d'autres chaînes aussi qui se préparent à organiser des téléthons. Déjà, pour ce téléthon de ces 4 chaînes, presque une trentaine de millions mobilisés vendredi en une seule soirée, qui va se poursuivre. Objectif 50 à 100 millions de francs CFA, pourquoi pas, et même davantage. Si vous voulez faire un geste de solidarité, c'est le moment de le faire, allez-y. Mais merci beaucoup, Bo. Je vous félicite pour cette affaire. Vous savez qu'au niveau du CNRA, on a sorti un communiqué il y a quelques heures de cela pour féliciter le travail que les organes de presse sont en train de faire, même s'il y a quelque part, surtout au niveau des réseaux sociaux, quelques dérapages, pour féliciter justement ce travail important que vous êtes en train de faire dans le contexte actuel. Donc, il faudrait de la solidarité qui permettrait aux familles plus ou moins démunies de pouvoir survivre. Parce qu'au fond, l'angoisse de la famine peut être un élément beaucoup plus dévastateur que le coronavirus en tant que tel. Ça, c'est un autre élément, la solidarité. Maintenant, troisième élément qui me semble important, c'est l'accompagnement au niveau mental, au niveau psychique. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ah oui, le stress est en train de constituer une véritable épidémie chez nous. Il faut des psychologues, des sociologues pour accompagner le confinement. Absolument. Et heureusement que je crois que là, il y a une association des travailleurs sociaux
et des psychologues conseillers qui se sont donnés volontaires, ces travailleurs sociaux. Vous faites partie. Oui, nous accompagnons ça et nous considérons que c'est important parce qu'au fond, il y a le stress vient compliquer davantage la situation. Le stress, ça donne d'autres maladies, le goitre, l'ulcère, etc. La sédentarité. La sédentarité. Le confinement en lui-même constitue une crainte, constitue un problème. Parce que c'est un monde qui s'écroule, pour parler un peu comme Chunia HB, un monde qui s'effondre. Ouais. Et c'est un nouveau monde qui se constitue. Et nous ne sommes pas préparés à nous déployer dans ce nouvel univers. Et pourtant, il faut le faire. Donc c'est une perturbation généralisée des repères que nous nous sommes donnés jusque-là. Et à partir de ce moment-là, il faut un travail aussi de renforcement sur le plan psychologique, d'accompagnement sur le plan psychologique, mais encore une fois, avec comme toile de fond l'espoir que dans les semaines à venir, le phénomène sera complètement maîtrisé. Alors, question Facebook, c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont posé des questions, notamment sur le confinement. J'ai essayé de résumer un peu les différentes questions. Salut Diouf, Ibra Diop, Ibrahima Bousso, Abdulaziz Diawara. Mais une question sur laquelle je souhaiterais m'arrêter, elle vient de Hélène Della Chopin, qui exprime une préoccupation assez intéressante, c'est par rapport aussi à ce que vivent nos compatriotes à l'étranger. Parce que vous savez, à l'étranger, il y a des morts. Pour le moment, on touche du bois, on n'est pas au courant de décès de Sénégalais à l'étranger. Il n'y a pas encore de décès non plus, on touche du bois ici au Sénégal, en tout cas officiellement. Sa préoccupation, c'est qu'il n'y a plus de toilettes mortuaires avec le coronavirus, plus de rapatriement de corps, un vrai problème. On aimerait mourir digne. Oui, c'est un sérieux problème. Alors, et je crois que la meilleure façon de mourir digne, c'est de travailler à enlever le phénomène le plus rapidement. On parle même d'incinération de corps dans certaines sociétés. Oui, au Sénégal, à la limite, c'est impensable. On ne le souhaite pas. Oui, il faut dire. Et c'est pourquoi, en fait, je dis, pour l'autre légitimité plutôt traditionnelle, leur dire que lorsque le marabout perd un de ses fidèles, il a besoin lui-même de conduire la prière mortuaire. Or, dans le cas d'espèce, c'est pratiquement impossible. On l'a vu avec Ebola, que quand quelqu'un meurt, c'est dans des conditions particulières qu'il est enseveli. Donc je crois que pour éviter ça, c'est ça l'appel, c'est ça la pression qui s'exerce sur nous. Faisons attention. Qu'est-ce qui se serait passé si le Modou qui est venu d'Italie et qui a infecté à lui seul une vingtaine de personnes à Touba, qu'est-ce qui se serait passé si ce Modou-là avait participé à la prière du vendredi? Mais justement, est-ce que ce n'est pas là que l'État également, en plus de la société, de la responsabilité de chacun de nous, ce n'est pas là que l'État est interpellé. C'est pour vous amener à la communication du ministère de la Santé. Est-ce que la communication devrait seulement se limiter aujourd'hui à dire qu'il y a des cas positifs, des cas négatifs ou des cas guéris? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà pour préparer les Sénégalais, parce que dans une situation d'épidémie, il paraît, c'est ce que disent les spécialistes, il faut se préparer au pire. Absolument. Alors moi, je crois qu'il faudrait faire en termes de communication? Je crois qu'il y a en matière de communication de crise des attitudes à adopter. Donc je crois que le ministère, et il faut féliciter aussi le ministère, il faut féliciter quand même les autorités publiques pour la posture et les décisions qui sont prises jusque-là. Donc, le personnel médical qui mérite nos applaudissements. Franchement. Observez même, c'est l'idée qui fait le tour, là, 1 minute d'applaudissements pour rendre hommage à ce brave personnel médical. Ils sont à la première ligne et ils sont exposés. Ils sont exposés à toute forme d'infection. Ce n'est pas seulement le coronavirus, c'est ce que l'on appelle dans leur jargon les infections nosocomiales. En soignant le malade, en étant en contact avec le malade, on peut rattraper une maladie. Et donc, vraiment, ils sont à féliciter. Mais je crois que vous avez une communication officielle destinée au grand public, tenue par le ministre ou tenue par son directeur de cabinet le plus souvent, en tout cas ce que nous avons vu jusque-là. Et puis après, il y a ce que j'appelle le travail de fragmentation. C'est-à-dire que vous allez avoir maintenant des techniciens, je vois le plus souvent le docteur Bousso et d'autres, qui prolongent la communication et qui parlent de l'intelligence des chiffres. Ça aussi, ça me semble important. Quand je suis le docteur Bousso qui dit qu'il faut analyser les chiffres. Parce que quand on dit qu'il y a 42, nous maîtrisons jusqu'à présent les foyers. Parce qu'il y a un bassin de personnes contacts et de personnes suspectes que nous contrôlons.
Et c'est sur ce bassin-là que nous tirons le plus souvent des échantillons qui sont conduits à l'Institut Pasteur, et les retours font qu'il y en a qui sont infectés et d'autres qui ne le sont pas. Il dit jusqu'à présent, si nous maîtrisons ce filon, les personnes contacts et les personnes suspectes, on peut dire qu'on a une relative maîtrise de la situation. Par contre, s'il y a des gens qui sont dans la nature et qui ne sont pas contrôlés, qui sont arrivés et qui ne sont pas, et qui sont porteurs sains, en ce moment-là, ça risque d'être une chose qui déborde. Je crois que ça, ce type de communication, il est bon qu'à un niveau dégradé, que l'on tienne ce discours-là. Maintenant, à un niveau beaucoup plus moléculaire, moi je parle des communes cette fois-ci. Parce que la loi du 22 mars 1996 qui portait sur la décentralisation avait transféré aux collectivités locales en son temps, qui étaient au nombre de 3, la région, la commune et la communauté rurale. Oui. Et après, l'acte 3 de la décentralisation crée les collectivités territoriales en parlant de départements et de communes. Ouais. Donc aujourd'hui, les communes sont beaucoup plus proches des populations. Moi je dis c'est ça le travail. Mais on ne les sent pas. Mais justement, le travail aujourd'hui, c'est dans les quartiers. Ouais. Ce que je veux dire, c'est comment un maire peut regrouper, je ne sais pas si ça, on ne va pas parler de grands rassemblements, mais par quel moyen, aujourd'hui, par le moyen digital, il y a possibilité de communiquer avec les gens, avec les différents chefs de quartier, mettre un numéro au niveau de l'infirmier chef de poste, etc., pour que les gens communiquent. Parce que appeler tout de suite au 800 00 50 50, il y a de l'embouteillage. Il y a peu de chances que vous puissiez être en correspondance avec l'autre qui est au bout du fil. Il faut décentraliser la lutte contre le coronavirus. Et je crois que c'est la meilleure façon de créer une appropriation et un mouvement de masse autour de cette affaire. Alors, Djiby Diakhaté, professeur de sociologie, invité du jury du dimanche iRadio ITV, des hommes et des femmes dans ce combat. Question de posture, celle du chef de l'État, celle du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, mais aussi, il ne faut pas oublier, la directrice générale de la santé. Quel est votre commentaire de ces différentes postures? Moi, je crois que c'est une excellente posture. Jusqu'à présent, je crois que les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont fécondées, pour ne pas dire contaminées, par les conseils donnés par les techniciens. En fait, les techniciens et le président a bien fait de tenir un conseil, d'impliquer les techniciens de santé, les médecins, etc., qui ont dit que dans une situation de ce genre, voilà les dispositions que l'on doit prendre. Maintenant, il dit, oui, vous m'avez donné des conseils, c'est bien. Maintenant, pour les appliquer, il faut que je discute avec certaines parties prenantes. Je crois que dans son communiqué, la présidence a dit « Nous avons été en contact avec certains acteurs et certaines familles d'acteurs et c'est au terme de tout ça que les décisions suivantes ont été prises. » La démarche me semble une démarche cohérente. Et après, on a le ministre qui a mobilisé, qui a préféré maîtriser la communication en évitant une communication dispersée. Donc, une communication officielle, tenue tous les jours, qui met à la disposition des populations la situation de l'évolution de l'affaire. Je crois que c'est du point de vue de la démarche, quand même, il y a une certaine cohérence, il y a une certaine rigueur. Oui, parlant du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, faut-il regretter Eva Marie Coll Seck, comme le pensent certains, qui compare la gestion de cette épidémie du coronavirus à celle d'Ebola? Est-ce que vraiment il faut... Bon, je crois qu'il y a quand même de l'amalgame, parce que le coronavirus, ce n'est pas la même chose qu'Ebola. Pour le cas d'Ebola, on a eu un seul cas importé qui a été circonscrit et qui a été réglé. Et Ebola, c'était essentiellement au niveau de l'espace africain. Alors, coronavirus, c'est une pandémie. C'est une pandémie. C'est à l'échelle mondiale, c'est complètement différent. Je crois qu'il faut quand même savoir raison garder. La deuxième chose qui me semble excessivement importante, c'est que je crois que Abdoulaye Diouf Sarr est en train quand même de s'acquitter convenablement de sa mission, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de conviction, et qu'il travaille en chaîne, qu'il travaille en équipe. C'est les mêmes techniciens qui ont été là avec Madame Eva. C'est les mêmes techniciens, c'est les mêmes conseillers qui sont autour. Donc il est en train de travailler. De l'autre côté aussi, il faut voir que Madame Eva Marie Coll Seck est encore dans l'équipe. C'est que les gens, en fait, son expertise, elle est certainement elle est médecin. Elle est médecin, son expertise est encore à la disposition de agrégée de médecine. Oui, c'est ça elle est dans l'équipe. Oui, elle est dans l'équipe, elle est dans l'attelage, et que je crois qu'il y a un appel qui a été fait à toutes les compétences
pour que les unes et les autres, toutes les compétences, apportent leur contribution dans cette lutte-là. Deux dernières préoccupations pour finir cette émission, le jury du dimanche, avec professeur Djiby Diakhaté. La première d'abord, c'est les leçons à tirer. Et la seconde, ce sont les différents modèles de société, société occidentale, société chinoise, société africaine et plus particulièrement sénégalaise. Mais la première, il y a eu l'accident de la Sonacos, le naufrage du Joola et d'autres tragédies qui ont durablement affecté le Sénégal. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui menace de se propager chez nous. En ces 60 ans d'indépendance, pensez-vous que notre pays va tirer enfin les bonnes leçons? Je crois qu'il y a une leçon très forte qui nous a été administrée, c'est l'appel à l'unité, c'est l'appel à la discipline, c'est l'appel à la retenue, c'est l'appel à l'équilibre. Alors nous avons été plusieurs fois interpellés, mais nous avons respecté une certaine discipline, et lorsque l'affaire passe, nous retournons à nos anciennes attitudes. Je crois que pour cette fois-ci, la leçon a été très 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 forte. Des écoles sont fermées, des mosquées sont fermées. Hier, un collègue m'a envoyé un message pour me dire mais moi je suis complètement déboussolé parce que depuis 48 heures, je n'ai pas entendu l'appel à la prière du muezzin. Je dis, c'est ça aussi. Donc nous sommes en présence d'un monde qui est... Et c'est comme ça, selon la sociologie marxiste, que les sociétés évoluent. C'est-à-dire qu'il y a de grands chocs qui viennent fouetter les communautés et au sortir de ces chocs que certaines transformations... Et qui nous fait nous recentrer sur nous-mêmes, non? Absolument. Et nous recentrer sur l'humain. Absolument. Alors regardez, si aujourd'hui... Il y en a qui ont trouvé même des aspects positifs. Mais oui, bien sûr. En disant il y a moins de pollution, il y a plus de sociabilité. Bon. On en est arrivé là, oui. Quand on voit par exemple les syndicats de santé qui dès le départ ont dit c'est fini avec nous les grèves, nous allons nous mettre du côté des pouvoirs et ensemble on va travailler. Qu'on a vu les syndicats de l'enseignement qui étaient sur des positions de grève, qui ont dit non seulement nous laissons tomber, mais nous allons apporter notre soutien à l'État. Le G7 a donné 1 million, etc. Donc tout ça, ça montre évidemment qu'il y a un élan. On a vu au niveau... Il y avait un dialogue national et un dialogue politique qui se heurtaient à quelques difficultés. Et très rapidement, aujourd'hui, on a vu les gens, pour l'essentiel, se mettre autour de la table et dire qu'ensemble, nous allons lutter contre l'ennemi qui nous assaille. Oui. Donc, de ce point de vue, cela ne doit pas s'arrêter là. Mais ne doit pas s'arrêter là, oui. Oui. Je pense qu'il faut en tirer les leçons après et qu'il faut rester sur des dispositions d'équilibre. Il faut rester sur des dispositions de discipline. Alors, actuellement, c'est pourquoi je le dis très souvent, lorsque nous parlons aux autres, nous devons avoir le discours le plus discipliné possible. Lorsque nous avons des attitudes, nous devons avoir des attitudes les plus disciplinées possibles. C'est un appel à la discipline. La Chine, aujourd'hui, est en train de remporter la victoire sur le coronavirus, mais en mettant essentiellement l'accent sur la discipline. Je crois que c'est important. Justement, la Chine qui a été moquée, qui a même été stigmatisée, il faut le dire, par les pays occidentaux, la Chine qui est en train de s'en sortir, mais ces pays occidentaux qui ont également chopé le virus, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et d'autres, certains craignent que l'Afrique soit le prochain foyer de ce virus. On a l'impression que des modèles de société s'opposent au lieu de se rapprocher. Partons de l'hypothèse que l'Occident soit en perte de vitesse. Mais au profit de qui? Au profit de quel modèle de société? Oui, en réalité, je crois que cette affaire-là a montré cruellement que nous avons échoué dans la conduite de la mondialisation et des valeurs qui devraient sous-tendre le fonctionnement de la mondialisation. En réalité, c'est une fausse mondialisation parce que dès que l'épidémie, bon, évidemment, l'épidémie a montré que nous sommes unis les uns aux autres, il n'y a plus rien à faire parce que l'épidémie a traversé toutes les barrières et toutes les frontières. Elle n'épargne personne. Elle n'épargne personne. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y a des logiques de repli. Aujourd'hui, en fait, lorsque la Chine a commencé à faire face à cette affaire, on n'a pas vu un élan de solidarité mondiale autour de la Chine pour circonscrire l'affaire au niveau de Wuhan au départ. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la Chine qui vole le secours voilà. d'un pays comme l'Italie, pour juste donner cet exemple. Absolument, oui. C'est ça. Edgar Morin a raison de dire que nous vivons, la mondialisation nous a rappelé que nous ne sommes pas dans un espace-monde, mais que nous avons plutôt tendance au repli. Quel est le bon modèle de société? Est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer? Je crois que nous avons des valeurs fortes. Et dans le cas d'espèce pour le Sénégal, tout au moins, j'ai dit que nous avons été mis à l'épreuve de certaines de nos valeurs.
En fait, je crois qu'aujourd'hui, la solidarité qui est en train de se manifester montre évidemment qu'il y a des choses fortes qui sont restées en nous et c'est important. Cependant, il y a malheureusement un certain nombre de déviances. Quand on voit des gens vendre de faux gels dans la rue, c'est quand même une catastrophe. Quand on voit les gens augmenter les prix, jusqu'à amener le ministre, je crois, du Commerce à recentrer les choses autour des vrais prix qui doivent être pratiqués au niveau des marchés. Quand il y a l'inflation sur certains produits au niveau des marchés, ça montre évidemment qu'il y a encore du travail à faire. Qu'il y a encore du travail à faire, mais que nous avons des valeurs qui ont résisté. Et c'est ça qui est important. Face aux problèmes, il y a des valeurs qui ont résisté. Respecter l'autre, accompagner l'autre, développer le sentiment de solidarité, montrer qu'avec la prière, il y a possibilité quand même de faire quelque chose. Le capital spirituel est vraiment une réalité chez nous. C'est une belle chute pour cette émission, le jury du dimanche, qui recevait le sociologue Djiby Diakhaté, enseignant-chercheur à l'UCAD au département des psychologues conseillers. Il est également directeur de la recherche et des productions intellectuelles de l'IAM et chercheur associé à l'Université d'Evry à Paris en France, membre du CNRA. On remet le masque, professeur. Merci. Et puis on se lave encore les mains, hein, si vous permettez. Voilà. Mais ce gel ne suffit pas. N'oubliez pas d'utiliser du savon ordinaire, comme on le dit. Merci d'avoir suivi ce jury du dimanche iRadio ITV. Mahmoud Ibrakan à la présentation. À la technique, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Moussa Dia et Ibamar pour la prise de son. Aliou Diouf et Abdoulaye Silla pour le site Immédia SN qui vous fera le compte-rendu de cette émission. Réseaux sociaux, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy. Participez surtout au téléthon initié par les chaînes de télévision ITV, 2S TV, 7 TV, mais aussi DTV, une chaîne de solidarité. Donc, vous pouvez faire le geste qui sauve peut-être des vies. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.